Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Bell, figure de la danse contemporaine, chorégraphe, artiste associé au Centre national de la danse en 2023 et 2024. Jérôme a choisi la danse pour ce qu'elle a à dire. Il s'empare cette fois-ci de l'écologie. Du 21 au 30 mars, au Centre national de la danse, il est le curateur du festival Recommencer ce monde, qui réunit artistes et acteurs engagés autour de spectacles, ateliers, conférences pour repenser notre rapport au vivant. On l'écoute avec joie. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être là. Mais je vous en prie. Aujourd'hui, en face de moi. Ouais. On a profité d'un petit rendez-vous dans les environs pour dans pouvoir... le quartier, dans ouais, le quartier. Je viens pas souvent, mais sympathique. Pour pouvoir avoir cet échange. Parce que qu'est-ce qui se passe cette semaine ? C'est le démarrage d'un événement, d'un cycle un peu particulier au Centre national de la danse. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis pour les 2 années 2023 et 2024 artiste associé au Centre national de la danse. Et l'idée, c'est l'artiste associé. Bon, il est produit, évidemment, mais aussi de donner des idées à l'institution, en fait. Hein. On sent que ils aiment bien avoir des gens qui peuvent... interroger leur pratique, puisque le Centre national, c'est quand même un endroit évidemment très structuré, c'est une institution un peu lourde, et donc moi je crois que j'étais là un peu pour dire tiens, on préfère ça comme ceci ou comme cela, ou un peu différemment. Et une sorte de poil à gratter. Oui, plutôt d'amener des questions, d'amener des questions. Et puis ça s'est hyper bien passé pour le moment, vraiment. On arrive à discuter très très bien. Et donc, il était question de aider à la... c'est pas le bon terme, mais plutôt de suggérer des idées à la programmation des spectacles, qui est une des missions du CND. Et donc, il était clair que moi et ma collaboratrice Rebecca Lasselin, on voulait parler d'écologie. Et donc, on a proposé une programmation sur l'écologie et on s'est mis à la recherche de spectacles qui traitaient de ça. Et on s'est aperçu que les spectacles les plus intéressants étaient très étranges. Très, très étranges. Et donc, ils jouaient très peu la carte du spectacle, sous la forme traditionnelle d'une séparation scène-salle avec des applaudissements à la fin. Et qui ressemble plus à des installations, à des performances et même à des ateliers. Et en parlant avec les artistes qui nous intéressaient, on s'est aperçu que leurs inspirations venaient beaucoup d'autres champs que celui de la danse, ou de l'histoire de la danse, ou des danseurs, mais plutôt de la biologie, du de vivant, la philosophie, de toutes ces choses qui s'occupent du vivant actuellement, effectivement. Il y a un grand mouvement actuellement de pensée qui essaie de repenser le rapport au vivant, au non-humain. Et donc on s'est dit, mais alors ça serait bien d'inviter aussi des représentantes de ces pratiques. Et donc on a invité des philosophes, un ornithologue, des activistes, des choses comme ça. Donc ça a un peu tiré le projet initial vers quelque chose d'un peu différent, de plus expérimental, il me semble. Un cycle. C'est une manifestation, c'est penser qu'est-ce que c'est qu'un
un festival c'est un mini-festival de danse en fait, hein, mais en tout cas le sujet qui nous occupait impliquait d'autres intervenantes que les chorégraphes proprement dit. Voilà, je pense que c'est ça l'essai, et ça me semble être juste. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça, en disant, voyons où telle idée nous emmène. Et l'idée n'est jamais fermée, elle est toujours... c'est toujours de l'expérimentation qu'on essaie de faire. Donc là, moi, c'est ce que je fais dans mon travail. Et là, c'est ce qu'on fait aussi au CND dans la programmation. Donc, ce cycle ou ce festival, ce temps fort s'appelle Recommencer ce monde. C'est ça? C'est toi qui a voulu poser ces mots-là? Alors, il fallait un titre pour tout ça, pour encapsuler la manifestation. Et j'ai cherché plusieurs choses. Et c'est vrai qu'il y a un des personnes un peu cachées dans le festival, mais aussi il va être là puisqu'il a accepté de venir faire une conférence, c'est le philosophe Baptiste Morisot. Et Baptiste Morisot qui a une influence énorme en ce moment dans tous les champs, parce que sa pensée est en train de... il nous semble à tous de définir le moment qu'on est en train de traverser, les questions qui nous occupent, qui nous angoissent. Et lui, je ne sais pas par quel miracle, tout le monde se reconnaît ou trouve des outils pour continuer à travailler. Les écrivains, les cinéastes, beaucoup de metteuses en scène sont en train de monter Morisot. Et donc dans son dernier livre qui s'appelle L'Inexploré, à un moment il y a ce syntagme recommencer ce monde. Et quand j'ai lu le livre, ça m'avait vraiment frappé. J'avais trouvé ça incroyablement synthétique. L'enjeu pour nous est aussi d'une ambition folle, hein, puisque maintenant ça va être à nous, aux générations futures En tout cas, c'est son projet philosophique qu'il faut changer notre rapport au monde et changer notre civilisation. Et donc je l'ai proposé à mes co-curatrices qui sont les personnes qui s'occupent au CND de cette manifestation, Catherine Tsekenis et Delphine Boatou. Je crois que voilà, ça parle, c'est clair et c'est choquant aussi, donc tout ce que j'aime. Ça englobe ce que tu voulais dire sur ce Oui, je crois que c'est vraiment les enjeux de tous les gens qui réfléchissent à cette chose-là, quoi. Il y a ce sentiment très très fort et un peu effrayant parce qu'on voit l'immensité de la tâche, quoi. Mais voilà, il faut pas avoir peur, et seule la philosophie, évidemment, qui est la pratique humaine la plus sophistiquée, arrive elle est là pour ça d'ailleurs, hein, à dire, à affronter ce que le reste de la population a beaucoup de mal à se dire. Et donc tu parles de philosophie, mais donc là c'est aussi l'objet du spectacle vivant. Le spectacle vivant a pour nécessité de s'emparer aussi de ces sujets-là. Pour toi c'est une évidence? Moi c'est vraiment, effectivement, moi c'est mon expertise, c'est la danse. Donc à partir de la danse, qu'est-ce que nous on peut faire? Et la danse, on a beaucoup de problèmes parce que la danse c'est le corps humain. Donc le vivant, c'est vivant, c'est vrai, ça c'est pour nous, mais c'est les corps humains. Donc comment représenter les autres formes de vie? Donc c'est pas facile. Là j'ai vu un film extraordinaire qui va sortir sur Arte en avant-première, et là on voit des renards, on voit des vautours, là, je vois que c'est plus facile à parler. Oui, donc toi, tu évoques la difficulté de représenter les autres formes du vivant quand on est un corps. Disons que je me dis, on n'a pas les très bons outils, donc il faut réfléchir encore plus, quoi, et voir ce qu'on peut faire. Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça
le problème. Mais le rôle du spectacle vivant dans cet enjeu, dans cette problématique d'une société plus durable, d'avoir un regard et d'agir surtout sur son environnement extérieur, comment le spectacle vivant peut s'emparer de ça? Qu'est-ce qu'il peut apporter à notre société, à nos pairs? Il peut apporter des représentations, des récits, de la danse. Comme la philosophie, en fait. Comme toutes les pratiques que chacun font, comme faire une interview, des choses comme ça, c'est que tout le monde... Faire réfléchir, donner ce qu'on appelle des représentations, qui font sens par rapport à la crise écologique. Et la crise, elle est écologique, mais elle est aussi chez les individus, chez les spectateurs et les spectatrices des spectacles de danse. Donc comment leur répondre sans les culpabiliser ou les rendre totalement amorphes et désespérés, par exemple. Ça, c'est vraiment une question. Nous, dans l'art, comment on fait pour... alors que l'art ambitieux est l'art qui essaie de dire la vérité, même si elle est difficile à dire. Mais cependant, là on parle de philosophie, mais si on pense à Gilles Deleuze, philosophe, dit dans tout art est une force de vie. Donc toujours il faut montrer la puissance de la vie. Et pas, même si des fois, en regardant les journaux, on se dit c'est cuit, dans 100 ans, tout le monde tout a cramé, et il n'y a plus rien. Ce qui est tout à fait possible. Cependant, il me semble que tant qu'on fait de l'art, il faut trouver la petite lumière au fond, c'est une forme d'espoir du tunnel. On est obligé. Je pense que c'est ce que, en tout cas, moi, dans ma pratique, même si je suis très très critique tout le temps, c'est ça qui m'intéresse. Tant que le monde n'est pas parfait, pour moi, je critiquerai. C'est mon fonds de commerce presque. C'est-à-dire, regardons ce qui est pas bien, qui va pas, qui est injuste. Mais tout en les... sinon, moi, j'arrête et puis je me mets à la campagne et puis je me drogue toute la journée, par exemple, où je mange du chocolat en regardant des séries américaines. Non, je fais pas ça. Je pense que il y a peut-être des choses à faire. C'est vrai, au fond, il y a un espoir. Oui, c'est vrai. Pour me lever le matin, pour venir faire une interview à l'autre bout de Paris, partager mes questionnements et oui, sûrement. Non, mais je pense que c'est vraiment, je reviens à Deleuze, les forces de vie sont nécessaires, sont le cœur de l'art. Voilà, mais on dirait qu'en ce moment, l'art suffit pas. Donc, on a besoin, tous ces artistes-là, ces chorégraphes, ont lu la biologie, la philosophie, l'anthropologie, beaucoup, qui est en ce moment une des choses qui nous révèle beaucoup de choses sur le rapport au vivant. Je pense à Philippe Descola ou Nastasia Martin. Donc on voit que c'est un peu les outils doivent être ramassés dans plein de champs. Où il y a une nécessité de faire dialogue en fait. Oui, il y a besoin et il y a besoin actuellement de trouver d'avoir dans d'autres, c'est plus, j'ai l'impression qu'on n'est plus autonome comme on a pu l'être dans certaines périodes de l'histoire de la danse. On se disait, il n'y a que la danse, il n'y a même plus la musique, il n'y a même plus les costumes, il n'y a même plus... Il y avait la non-danse, on en parlera tout à l'heure. La non-danse, elle s'est
fait d'abord... Oui, c'est une autre histoire. Enfin, moi, j'y suis plus du tout dans la non-danse. J'ai jamais été, en fait, je crois. J'ai jamais accepté ce terme. Hein. C'était votre collègue du Monde, Dominique Frétard, qui un matin avait écrit, je ne sais pas dans quel état, cet article sur sorti la non-danse. Ça a fait florès. C'est resté après quand même. Ça a créé un nom d'un courant. Ça dépend dans certains milieux, pas tous quand même. Hein, et donc nous surtout qui étions les acteurs et les actrices de cette non-danse. La nouvelle danse alors. Mais d'où elle sort ça quoi. Parce on n'a jamais senti qu'on était contre la danse. Au contraire, moi je crois qu'on était très 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 vigilants de ce qui se passait sur la danse. Mais c'est vrai qu'on avait une autre approche. On va revenir sur ça, mais d'abord, on va quand même conclure sur ce recommencement. Absolument. Sur ce recommencer oui, ce monde. C'est beaucoup plus intéressant que... Non, après on viendra quand même sur l'histoire un peu de Jérôme avec la danse, quand même un petit peu. Bon, comme vous voulez. Et donc dans ce festival, donc des ateliers, des expositions, oui, des ateliers, des spectacles, des ateliers pour enfants. Ouais, on fait faire des ateliers de danse non humaine. Donc ça c'est super, ils apprennent à danser pas comme, parce qu'évidemment c'est trop simple, mais à partir d'une grue, à partir de l'eau, en suivant Isadora Duncan, ou en suivant des grands chorégraphes, des chorégraphes importants de l'histoire, oui. Oui, il y a même si vous voulez, tout d'un coup, quand on se dit, c'est ça qui est intéressant quand même dans ce moment de recommencer ce monde, c'est aussi presque recommencer le festival, je dirais. On a même, vous voyez, il y a une chose très forte au CND, c'est vraiment le bâtiment. Quoi, le lieu qui est magique. Ouais. Qui est magique, et en même temps, qui est ce truc d'architecture brutaliste des années 70, dans une espèce d'utopie qui marche plus, hein, parce qu'il faut d'ailleurs, tout le monde voudrait les détruire, mais on peut pas parce qu'ils sont en béton. Et donc il y a ce bâtiment très fort comme ça, et on voyait bien que le vivant dans le béton, et donc on a eu l'idée de regarder autour du bâtiment, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'inviter un ornithologue. Qui par hasard habite à Pantin et qui connaît quelques oiseaux très très rares qui vivent là, autour du CND. Autour du CND, et il va nous faire une visite de 2 heures pour nous montrer ce qu'on ne voit pas, parce que nous, évidemment, on regarde pas les oiseaux, ah oui, si, on dit c'est des oiseaux, et puis c'est tout. On ne sait pas que c'est des oiseaux très particuliers, où il y a juste 6 couples, un dans le 13e, un à Pantin et un, je sais plus, à Rueil-Malmaison, un truc comme ça. Donc voilà, c'est comme si ce sujet était en train d'ouvrir la notion de programmation et des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et on pense aux enfants parce que quand même, ce combat-là de l'écologie, il est vraiment pour le futur. Ça, c'est quand même... Ce sont eux les premiers concernés. C'est eux qui vont prendre plein la figure. Hein. Donc, évidemment, tout d'un coup, moi, je m'intéresse très peu à l'enseignement parce que je suis un très mauvais professeur. Et là, je me suis dit, tiens, on préfère ça serait bien. Tout d'un coup, des nécessités, en fait. Hein. Je crois que le monde change et il produit de nouvelles nécessités, de nouveaux besoins pour agir, pour vivre. Montrer ce que l'on ne voit pas ou ce que l'on ne voit plus. C'est ce que tu fais aussi avec ta pièce. Tu parlais des danses non humaines. C'est aussi le titre de ta pièce que tu présentes avec Estelle Zong Mengual. Mengual, pardon. Estelle Zong Mengual. Oui, elle est moitié d'origine chinoise et espagnole. Donc, ça fait un doux mélange. Oui, des choses. Donc oui, c'est aussi ça, c'est apporter un nouveau regard. Donc ça, c'est la pièce que j'ai produite à la demande du Louvre cet automne. Et moi, je savais que j'essayais de faire une pièce sur l'écologie, j'y arrivais pas. Et
je me suis dit, bon, bah alors, regardons ce que mes prédécesseurs et mes prédécesseuses ont fait. Regardons dans l'histoire de la danse. Qui est-ce qui a, sans avoir cette chose en tête, qui est la crise écologique, puisqu'ils l'ont pas connue, ils et elles ne l'ont pas connue, et donc on a regardé, c'est pour ça que j'ai l'histoire de la danse, j'ai fait des recherches au CND, en bibliothèque, en médiathèque, j'ai trouvé un tout petit article d'une professeure de Berlin publié dans un obscur journal new-yorkais qui parlait de ça. Donc j'ai pas trouvé d'interlocutrice ou d'interlocuteur pour travailler. Je savais que moi je suis pas historien de la danse. Il me fallait quelqu'un qui puisse regarder du point de vue de l'histoire. Et j'avais lu le livre d'Estelle Zongmingual qui s'appelle Apprendre à voir, qui elle regarde des tableaux. Et elle avait fait le même travail. Elle regardait des tableaux anciens et elle regardait comment le non-humain, le vivant, était représenté dans les tableaux. Et je lui ai proposé de collaborer avec moi pour... je lui ai proposé, écoute, je vais te montrer des danses que j'ai identifiées grâce à cette... Enfin, moi, je les avais identifiées et cet article corroborait mes recherches. Est-ce que ça t'intéresse ? Ah, oui. Alors, elle avait vu mon travail déjà, donc ce qui a été quand même beaucoup plus facile pour la convaincre. Elle a vu Véronique Doineau, elle avait vu Disabled Theatre à Avignon, des choses comme ça. Et donc, on s'est mis au travail et on a fait une... Et bon, c'était bien parce qu'au Louvre, c'est quand même l'histoire de l'art qui est performée là-bas. Et donc, ça fonctionnait qu'une historienne de l'art promène les gens dans le musée, mais à la place de voir les tableaux qui étaient accrochés au mur, les statues, c'était nous, des danseurs dansaient à l'entrée du soleil de Louis XIV, donc ça c'était vachement bien, c'est-à-dire... Enfin, ça, c'est parce qu'on était au Louvre que tout d'un coup, j'ai dit « Ah oui, il faut faire ça !» Parce que moi, je m'intéresse principalement à la modernité. Avant, j'y connais pas grand-chose. Mais tout d'un coup, au Louvre, j'ai pensé à Louis XIV. Donc, j'ai trouvé un danseur qui connaissait le baroque. J'ai dit un jeune danseur parce que Louis XIV a 13 ans. Oui, il a 13 ans quand il fait cette danse. Ouais, donc ça, c'est génial. Et puis ensuite, voilà. Et puis après, il y avait la marche des saisons dans Nelken de Pina Bausch, qu'on trouvait vraiment intéressant. Donc, on a demandé à Salomon Bosch, le fils et l'exécuteur testamentaire, si on pouvait avoir les droits. On a fait tout un travail comme ça, qu'il nous a gentiment donné. Et donc, il y a une sorte d'histoire de la danse, et donc d'histoire, finalement, de la culture occidentale, qui raconte notre rapport à la nature, au vivant, au non-humain. Et donc, d'une certaine manière, j'ai trouvé la manière d'inclure la danse dans cette réflexion, Et la danse, pour les gens plus sensibles, je crois qu'ils peuvent écouter, comprendre comment la culture occidentale a instrumentalisé le vivant, le non-humain, pour sa propre humanité. Et ainsi, ce choix culturel nous a amenés à la situation où on en est. C'est-à-dire de les prendre le reste du vivant comme des choses non vivantes, justement, dont on pouvait se servir, et maintenant on est là. Accessoire, absolument. Ce qui était important, c'était nous, les humains, les passions humaines, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous arrive, le reste, mais qu'est-ce que c'est que ces choses idiotes. Or, on dépend absolument de ces choses-là. Donc, c'est ce que tu as découvert, toi, en traversant cette histoire, de manière synthétique. Hein, c'est ce qu'on a... Enfin, moi, je l'avais lu beaucoup chez Descola ou Donna Haraway ou Vinciane Després, tous ces gens-là qui réfléchissent à ça. Mais la danse
permettait de retracer ce choix civilisationnel. Et aussi, à la fin, quand même, on a les contemporains qui ont réussi à faire ce que moi, je ne suis pas arrivé, c'est-à-dire à faire des pièces là-dessus. Donc, ça se termine par Xavier Leroy, qui a fait une pièce en 2011, qui était absolument... on parlait très peu de ça encore, qui est vraiment là-dessus, et personne n'a rien vu. Moi, le premier. Donc, on fait des danses des lions à un moment, et ce jeune roumain qui lui danse, dont on va avoir une pièce au CND, on a invité évidemment la pièce qui lui danse les oiseaux qui ont disparu. Donc, ce qui était intéressant, c'était de montrer les stratégies des chorégraphes dans cette pratique qu'est la danse, plus ou moins justes par rapport au vivant. Et il y en a qui sont plus justes, qui sont plus respectueuses, d'autres qui instrumentalisent totalement le vivant pour être... par exemple, Louis XIV, le soleil, il n'en a rien à faire. C'est juste pour sublimer l'homme. C'est pour lui, c'est pour briller comme le soleil. Mais, et donc, on le voit dans la danse. Dans la danse, le soleil, on peut le chercher longtemps, quoi, mais il n'est pas là. C'est de la danse baroque. Donc voilà, donc ça permet peut-être... Enfin, pas peut-être, c'est sûr, de mieux comprendre quand on s'intéresse à la danse, de venir voir ce spectacle et peut-être de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer pour nous tous dans notre culture. Donc c'est une ambition folle, là, en m'écoutant. Mais on comprend aussi à travers ce que tu dis que donc c'est un temps fort, tu vas mettre en lumière différentes pratiques, mais qu'on n'en parle pas assez. C'est aussi ça, c'est que tu dis j'ai eu du mal quand même à trouver des choses qui parlaient vraiment dans le cœur du sujet, le thème central était ça. Donc, mais c'est le cas comme dans le reste de la société. C'est très très compliqué, plein de gens ne veulent pas entendre ça, il y a beaucoup, on a compris les phénomènes psychologiques, le déni, parce qu'effectivement, quand on lit et qu'on a le courage de regarder ça en face, c'est très violent. C'est très très violent, mais on sait aussi, grâce à un monsieur qui s'appelait Sigmund Freud, qu'il faut toujours mieux regarder la vérité que de ne pas regarder la vérité, parce que la vérité de toute façon vous détruit par d'autres moyens, psycho, etc. Donc, mais je peux comprendre que ça, le monde a peur de ça et je crois, en plus là, il y a 10 ans encore, ou même il y a 5 ans, il y avait encore des gens qui se disaient non, c'est pas vrai. Maintenant, vu les étés qu'on a eus, là, tout le monde a compris, quoi. Donc ça, c'est très impressionnant. Moi qui suis très très sensible à ça depuis quelques années, je vois que là, plus personne ne dit « Oh mais non, non ». Mais, donc voilà, donc il faut, et j'estime que l'art que j'aime a toujours regardé les choses difficiles. Moi, j'ai de l'admiration pour les artistes qui ont regardé les choses difficiles et qui ont eu le courage de les représenter. Et puis il y a d'autres artistes qui, comme d'autres personnes dans la société, qui veulent pas voir et qui continuent à faire comme si de rien n'était, à produire plein de décors qui seront au bout de 3 spectacles jetés dans une décharge. Enfin, il y a plein de choses comme ça aussi. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le théâtre durable dans son fonctionnement aussi. C'est pas que donner une représentation du vivant. Oui, aussi... alors ça, oui, ça, effectivement. Donc ça, moi, quand il y a précisément il y a 5 ans, quand j'ai eu une sorte de
de révélation là-dessus, où tout d'un coup, je me suis dit, ouais, ça va pas du tout. Toi, t'as arrêté de prendre l'avion. Donc moi, dans ma réaction, quand j'ai compris qu'il y avait une vérité là et qu'on courait à la catastrophe, ma réaction, qui devait être immédiate, comme toujours, malheureusement chez moi, un peu trop radical, et bon, bref, on va pas moi faire. Ça a été de trouver effectivement une réponse pragmatique. Et donc j'ai dit, moi j'ai une reconnaissance principalement internationale, donc on voyage beaucoup dans le monde entier. Et donc j'ai dit à la compagnie, on va arrêter de voyager en avion, donc tout le monde a cru que tout le monde allait s'évanouir, puisque l'économie de la compagnie repose sur sur l'international. Voilà, ouais. Exactement. Et j'ai compris plus tard, c'était une décision pragmatique. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'art, j'ai dit réellement, on ne prend plus l'avion parce que c'est ça, avec ça qu'on pollue le plus. Moi, mon esthétique minimale fait que j'ai pas de décor du tout, parce que comme la danse et comme on voyage beaucoup, j'avais très vite compris dès le début. D'avoir des scénographies minimalistes. Parce que je pouvais absolument pas mettre puisqu'on était un jour à Berlin, le lendemain à Rome, etc. Donc les décors pouvaient pas suivre. Donc moi, j'ai jamais eu de décor. Et les costumes, c'était minimal. Donc j'avais pas de problème. Par contre, les vols en avion étaient vraiment Donc voilà, donc j'ai pu réagir comme ça, et pendant 5 ans, je savais qu'il fallait que je trouve de manière artistique une réponse. Et je la trouvais pas. Et je sais toujours, ça fait 30 ans que je fais des spectacles maintenant, je sais toujours que la résolution artistique à mes problèmes prend du temps. Elle est inconsciente souvent, donc ça... elle prend du temps parce que c'est quelque chose qui me travaille. Souvent, c'est quelque chose que je ne sais pas, qui surgit dans les œuvres. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs de faire ce truc, c'est que les œuvres, le travail, me dit des choses que moi-même, je ne sais pas. C'est cathartique. C'est cathartique. Et ça peut être cathartique quand tout d'un coup, effectivement, je me purge du problème puisque je l'ai mis et que je force des milliers de personnes à le regarder. Ce qui est quand même un drôle de métier, mais bon. Mais si les milliers de personnes qui le voient ressentent quelque chose, ça veut dire que je dis quelque chose qui les intéresse et qui vivent. Et c'est mes contemporains et mes contemporaines, effectivement. Donc peut-être que ils et elles ont les mêmes questions que peut-être j'arrive à résoudre, ou au moins à problématiser. Déjà, c'est pas mal de dire ces questions. Des fois, on peut même pas le nommer. On ressent des choses, mais on n'arrive même pas à le nommer. Donc ça a pris un certain temps jusqu'à effectivement ces danses non humaines. Mais encore, je dois dire que c'est pas. Je vais dire que c'est pas ma pièce, c'est plutôt Jérôme, étudiant l'histoire de la danse, avec Estelle, qui regarde les autres, quoi, qui regarde l'histoire de la danse avec des lunettes d'aujourd'hui. Hein. Et c'était très très intéressant avec Estelle de travailler, parce qu'Estelle, la danse, elle aime ça, mais bon, elle n'est pas spécialiste. Et donc je lui montrais des danses très importantes de la danse, magnifiques et tout ça. Et elle me disait, mais ça va pas du tout, c'est nul ça. C'est nul du point de vue écologique, du point de vue du rapport au vivant. Voilà, exactement. Alors que d'autres, oui, ça par contre, le chorégraphe s'approche, on voit qu'il a compris quelque chose du comportement de l'animal, qu'il ne se place pas avant ou en surplomb. Donc elle a pu lever plein de choses que j'aurais pas pu voir tout seul. Non, ça c'est sûr. Donc la pièce vient d'être jouée à Brest au festival de danse, en théâtre, puisqu'il fallait quitter le Louvre. C'est dommage. Ouais, mais bon, le Louvre, c'est réduit, quoi. On peut
pas faire rentrer 3000 personnes, il faut 15 gardes pour chaque spectateur, pour pas qu'ils touchent les... C'est un peu compliqué, alors que le théâtre, j'y connais, et puis moi, c'est mon endroit, le théâtre, donc... Et là, je vois donc que ça marche. L'impact est beaucoup plus grand. Et donc, on va le voir au CND. Voilà, c'est ça. Le 28. C'est ça, je me dis pas de bêtises. 27, 28, 29, 29, 30. 28, 29, 30. Voilà, 3 soirs. Exactement. Et on fait 2 fois un jour. Je sais, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais... voilà, c'est un spectacle. Voilà, et ça s'est bien passé à Brest. C'est un spectacle très très précis, qui avance comme ça, et qui laisse les gens. Alors, c'est pas youpi tralala, je veux dire. Donc, mais voilà, ça donne des outils à mes contemporains et mes contemporaines pour... C'est refaire une hiérarchie du vivant Non, c'est voir comment les humains pourraient engager des rapports, avoir d'autres égards avec le vivant qui seraient pas destructeurs et extractivistes, tout simplement, qui seraient dans un respect des autres formes de vie, même si on les comprend pas, parce que c'est ça le problème, c'est pourquoi on les a objectivés et mis au banc comme ça, pensant que c'était secondaire. C'est parce qu'on ne comprenait pas. Or, il faut travailler, il faut les regarder. Et la danse, étrangement, grâce au mouvement, ça a été la découverte, pouvait capter quelque chose du vivant que aucun autre art ne peut faire. Donc ça, c'est la découverte de la pièce. Et toi, ta manière à toi de regarder le vivant? Ben moi, pour l'instant, je suis en train de me demander si j'achète pas un terrain et à la campagne, quoi. Je pars. Ouais, comme toujours, c'est assez radical. Donc là, c'est de me dire, j'arrête tout et je vais... j'achète un endroit et une cabane en torchis. Ouais, une tiny house, une yourte. Pas besoin de grand-chose. Et surtout, je crée un endroit où c'est plus de la représentation et des choses comme ça, mais je trouve un endroit où le vivant, le non-humain serait respecté, au moins un petit endroit, je sais pas ce que je peux acheter avec l'argent que j'ai, mais mon appartement parisien que je pourrais vendre. En tout cas, c'est ça que j'hésite s'il faut rester dans l'art, quoi. C'est vraiment ça, c'est une vraie question. Est-ce que l'art... Mais là, par exemple, moi, quand je vois des œuvres d'art maintenant, ou des films, les films, le cinéma, j'y vais presque plus, mais ça fait longtemps, parce que de voir des gens du 6e arrondissement avoir des problèmes d'être cocu ou pas, ne m'intéresse depuis très longtemps plus. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sujet-là, il n'est pas tant représenté. Mais par exemple, le Louvre... Le directeur du département de la peinture qui était là, qui nous a beaucoup soutenu, Sébastien là, disait que ça lui faisait... Peut-être qu'il reverrait comment accrocher les tableaux au Louvre. Vous voyez qu'il est quand même le temple de la culture, de cette culture exclusivement humaine. Et de mettre peut-être... D'avoir des nouvelles clés d'entrée, en fait. Oui, et puis donner d'autres représentations du monde, quoi. Pas que nous qui nous regardons dans notre petit nombril. Enfin, moi, j'aurais aucun problème de ça si cette attitude ne mettait pas à l'index les autres formes. C'est ça. Enfin, moi, j'ai cru beaucoup. Je viens
ça, de l'art, le théâtre, par exemple. Le théâtre, c'est que moi humain, moi humaine. Enfin, là, j'ai vu Bérénice avec Huppert avant-hier. C'est merveilleux, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à faire ça m'intéresse plus tu es à un autre endroit. Un drame, qu'elle soit quittée. Et on voyait bien que la mise en scène de Castellucci était dans d'autres perspectives. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus métaphysique, transcendant. Et tout d'un coup, Racine, cette pièce que j'adore, devenait un peu vulgaire. Enfin, vulgaire dans le sens trop humaine, quoi. Bref, donc, si vous voulez, c'est quand même ce qui se passe là en parlant. Je m'aperçois que c'est vraiment une rupture épistémologique, c'est-à-dire notre conscience du monde a changé. Donc on doit penser et agir différemment. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Donc plein de choses que j'ai adorées, que j'ai cru hyper importantes, me semblent dérisoires. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc je pense que c'est une vraie révolution, tout simplement. Donc ce festival, c'est ça, c'est ouvrir des nouvelles perspectives, c'est réagir, c'est imaginer que ça va faire des petits-enfants peut-être ailleurs. Comme toujours. Ouais. À un moment, moi j'ai cette chance d'avoir l'État français qui me donne de l'argent et donc je dois rendre compte aux gens qui ont payé mon travail, de mes réflexions. Donc oui, c'est partager ça. Ça a toujours été ça. Hein. Moi, j'ai été structuré par l'art. Je m'aperçois que j'ai très peu écouté à l'école, malheureusement. D'ailleurs, maintenant que je lis tous ces trucs de botanique et de sciences, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais en 4e et en 3e, quoi. Bref. Mais tu dis quand même que la danse, pour revenir quand même à ça, c'est quand même un éveil. Enfin, ça éveille. C'est la conscience du vivant, en fait. C'est aussi ça. La danse, elle permet ça. Le fait d'être dans son corps, de se sentir. La danse, elle permet une expérience sensible. C'est-à-dire que comme elle n'utilise pas le langage, comme sa puissance, c'est le mouvement, le temps, l'état du danseur, mais un état non qui ne va pas être exprimé par le verbal, donc un état non verbal. Et donc moi j'emploie le mot sensible, permet d'ouvrir pour certains spectateurs et spectatrices, de toucher, de ressentir et ensuite de comprendre certaines choses. Il y a des gens qui détestent la danse, qui préfèrent le théâtre parce que ils veulent qu'on leur parle avec le langage. Les mots. Les mots, absolument. Et d'autres sentent que sont plus sensibles. Moi, vraiment, j'utilise les deux et souvent dans mes spectacles, c'est à moitié discursif et à moitié dansé. Et comme ça, j'utilise les deux moyens de perception de l'humain, du monde, hein, le rapport au monde. Il est par ces deux, je crois, par ces deux moyens qui est l'intelligible et le langage, et le sensible qui va être beaucoup plus diffus, mais parfois efficace s'il est bien utilisé. Donc là, comme ça, les spectateurs ne peuvent pas échapper à mes idées. Et justement, ta danse à toi, ton lieu de spectacle, il devait être quoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es en pleine révolution. Ouais, non, j'ai pas une impression. C'est vraiment... c'est la réalité. Mais pendant longtemps, ta danse, le lieu de la scène, c'était le lieu de quoi pour toi ? C'était le lieu de l'analyse de la danse. C'était qu'est-ce que la danse n'a pas pensé ? Où est-ce qu'on peut aller ?
plus loin avec la danse. Pourquoi ce qui est le ballet classique, les problèmes du ballet classique, par exemple, les problèmes de la virtuosité. Donc c'était plutôt autoréflexif sur la pratique. Toujours matinée de... Ça dépendait des spectacles, mais ça alternait avec le consumérisme, le capitalisme, tout ça. Donc finalement, là où j'en suis, j'ai compris que quand même toute ma critique du capitalisme et tout ça m'amenait là plus facilement que plein de gens. Je voyais déjà qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de... Mais il était politique pour moi. Il était sur par exemple aussi l'injustice, le social, des choses comme ça. Par exemple, quand j'ai fait danser un spectacle qui a fait pas mal de raffus aussi, c'était le gala. Oui. J'ai mis une compagnie de vin avec des gens qui ne savaient pas danser, avec des étoiles, des gens très très bons danseurs, une espèce de mélange, comme une espèce de presque comme tous danseurs en fait. Là je vois qu'il y a une affiche. Donc c'était ça, tous danseurs, parce que la danse, je pense, c'est pour tout le monde, sauf ceux qui ça n'intéresse pas, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une question de savoir, on peut, ou même de bien danser par exemple. Moi je considère que moi j'adore les gens qui dansent mal, parce que moi ce qui m'intéresse dans la danse, c'est ce qu'elle dit, c'est pas du tout si elle est bien belle ou pas belle, ça, c'est le cadet de mes soucis. Par contre, qu'est-ce que la danse peut dire que rien d'autre ne dit, hein. Donc c'est presque une recherche ontologique de la danse. Qu'est-ce que la danse ? Ça, c'était vraiment ma question. Plutôt que de dire « Ah ben, je vais faire des spectacles, il faut de la lumière, il faut des costumes, il faut de la musique et des danseurs », je me suis dit « Mais d'abord, mais pourquoi il y a ça ?» Donc j'ai tout ce qu'on appelle une tabula rasa. Quand je me suis mis à travailler, j'ai dit « Mais tout ça, ce sont des constructions, c'est pas... Pourquoi je les applique sans savoir pourquoi. Donc j'ai fait tabula rasa en me disant qu'est-ce que c'est ? Et c'est pour ça que j'ai fait cette pièce, la première pièce que j'ai faite. Enfin la première, c'est la deuxième, celle-là où ils étaient nus parce que c'était le corps et que j'ai tout enlevé en voulant partir de zéro, c'est-à-dire le corps et avant la danse. Donc et on a regardé le corps et on s'est dit on va partir du corps et on va se mettre à danser. Bon, et le corps était tellement passionnant qu'au bout d'une heure, il n'y avait toujours pas de danse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette histoire de non-danse. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part, mais c'était pas ça le but. Là où elle s'est trompée, la journaliste. C'était absolument pas ça le but. C'était un début de... C'est vrai que c'était partir en arrière, mais il fallait pour plein de gens de ma génération, justement, comme Boris Charmat, Xavier Leroy, Larry Bott, Myriam Gourfing, toute cette bande, il y a eu une nécessité. On ne se connaissait pas, hein, au même moment, et je pense que c'était l'esprit du temps, ça et tout, comme ça. On s'est interrogé, on a repris la réflexion. Voilà, on a essayé de reprendre la réflexion, et dès qu'on reprend une réflexion, on produit des nouvelles choses, évidemment. Déjà, c'est même pas reprendre, c'est réflexion déjà qui est important. Réfléchir la danse. Voilà. Peut-être que. Alors moi, elle aurait dit une danse réflexive, une danse analytique. Pour en revenir à la non-danse, ou même une danse spéculative, comme ça, parce qu'on avançait des choses, on n'était même pas sûr de ce que c'était, quoi. Une danse philosophique. Alors ça, moi je place tellement haut la philosophie que j'ai du mal, mais c'est évident, là je vois, surtout avec ce moment-là dont on parle, de mon présent, hein, c'est sûr que je sais que c'est la philosophie qui me fait avancer quand même. Là, c'est évident. Et à l'époque, et Xavier et Boris aussi, on lisait dans nos coins
Gilles Deleuze et Michel Foucault et toutes ces choses-là, quoi. C'est quand même dément. Ils nous ont... Donc effectivement, peut-être. Pensez la danse. C'est vous qui le dites. Hein. Moi, Pensez la danse. Jamais. Il y avait. Mais c'est vrai que la philosophie. Ouais, mais il faut que je réfléchisse pour ça. Avant de poser des mots qui figent les choses. Ouais, et puis quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une influence. Ouais, c'est sûr. Pensez la danse. Penser en dansant. Ouais. Il y avait aussi la danse. Il y avait aussi la réflexion de se dire mais qu'est-ce qui fait spectacle ? À partir de quand on est dans un spectacle ? Ouais. Ah oui, alors là, ça, ah là, oui. Là, moi, c'était très clair. Alors, j'avais sorti un truc. C'était qu'est-ce qu'un spectacle ? Parce que tout le monde me posait la question quand vous voyez mes trucs. Et donc, j'avais dit, c'est simple. C'est des gens assis dans le noir qui regardent quelqu'un debout dans la lumière. Donc j'avais réduit au maximum la notion de spectacle. En plus, c'est occidental, ça, parce que le truc de la lumière, c'est une salle, c'est quand même Wagner qui l'invente. Avant Wagner, il y a la lumière dans les salles, des choses comme ça. Mais donc, nous, on hérite de ça, et c'est très bien d'éteindre. Moi, j'adore d'éteindre la lumière dans la salle. Je trouve qu'on peut se concentrer sur ce qui se passe. Mais au final, j'avais réduit au maximum. J'avais pas de dire oui, ça doit sauter dans tous les coins, il doit y avoir des entrechats, et puis des grands costumes et plein d'éclairage. Non, ça c'était pas ça. Donc, en donnant la définition la plus minimale, ça permet de faire encore plus de choses. Vous voyez ? Ah oui, c'est ça en fait. Si on vous dit le spectacle, il faut un éclairagiste, il faut une costumière, il faut un compositeur, il faut 15 danseurs, ça c'est déjà, ça vous cadre et ça vous empêche de faire plein d'autres choses. Donc si je donne une définition ultra minimale, alors il peut y avoir 3000 danseurs, il peut y avoir... On est libre. Voilà, oui, c'est ouvrir les possibilités de la danse. Alors, c'est pour ça que non-danse, j'en reviens encore là, parce que vous me l'avez sorti, je crois que c'est vraiment le contraire qu'on avait fait. C'est au contraire plus de danse, quoi. Plus... C'était pas contre la danse, c'était d'autres danses, c'était une alternative, on pouvait faire autre chose, c'était pas contre le père, comme plein de gens l'ont cru, au contraire, parce que moi j'étais très attaché à l'histoire de la danse, donc je me construisais je pense que sans Merce Cunningham et Pina Bausch, j'aurais pas pu faire mon travail. C'est évident que j'ai tiré des choses de l'aspect conceptuel de Merce et John Cage surtout, et d'un expressionnisme, d'une incarnation par les danseurs, de tout le discours sur la danse que j'ai utilisé beaucoup. Ça venait de Pina, puisque Pina, c'était des danseurs qui jouaient leur propre rôle et des choses comme ça. Il raconte dans les spectacles, il raconte plein d'histoires de danseurs, et j'adorais ça, parce que moi j'étais un jeune danseur, et je m'identifiais, ah oui, mais ça peut intéresser les gens. Évidemment, moi ça m'intéressait, c'était ma vie. Mais donc... Et toi, tu te revendiquais comme étant le fils spirituel de Pina Bausch et de Roland Barthes, un doux mélange. Ah oui, alors je change de parents assez souvent. C'est toujours tes parents ou pas? Ça, c'est ça qui est bien. Quand les parents qu'on choisit, c'est pas les biologiques, ça on peut pas refaire. Mais oui, je savais, j'avais lu que personne sortait de la cuisse de Jupiter et qu'on était que des... Si vous voulez, à l'époque où on s'est mis à travailler dans les années 90, il y avait l'idée qui régnait dans le milieu de la danse de l'authenticité, de l'originalité. Et moi, je lisais Pierre Bourdieu, le sociologue, qui disait exactement le contraire. On n'est que la reproduction de ses parents, de sa culture. Il expliquait pourquoi, si on aime les huîtres, on aime le riz cantonais, et il expliquait sociologiquement pourquoi. Donc je disais ça, et je sentais que c'était plus juste. Et donc, l'idée d'authenticité,
un peu très romantique en fait, une espèce de chose, j'ai l'inspiration, je suis le seul ex nihilo du monde. Et je dis mais non, mais c'est pas du tout ma réalité, c'est au contraire, je peux penser ça grâce à Pina Bausch qui a fait ça, je peux me permettre de faire ça sur scène parce que Trisha Brown avec Rauschenberg ont fait, enfin, bref, l'opposé. Tout simplement. Parce que oui, toi, on l'a pas dit, mais tu t'es formé au CNDC d'Angers. Oui. Donc tu étais riche de tout ça aussi, de toute cette culture contemporaine. Oui, enfin j'étais viré. J'ai été quand même viré de l'école au bout mince. d'un an pour insubordination, parce que j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit de faire. Mais non, on le coupera. Non. Alors là, franchement, je sais pas comment c'est maintenant, mais j'espère que c'est mieux. Mais c'était une formation d'ouvriers spécialisés de la danse. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune histoire de la danse. Vous vous rendez compte, dans une école nationale supérieure, non, je me suis formé tout seul, avec les bouquins, par la philosophie d'abord, et ensuite j'ai compris qu'il y avait aussi l'histoire de l'art. Mais non, l'école c'était terrible, tu es une machine. Tu es une machine et tu penses surtout pas. Tu réfléchis surtout pas parce que tu es danseur et tu dois obéir au chorégraphe et tu interprètes et tu dois te plier. Bon, ça c'est l'héritage ultra problématique de la danse qui vient évidemment de la danse classique. Et moi j'étais à une période où les choses ont changé vraiment. Maintenant je vois des danseurs avec... qui ont des thèses et des choses, je trouve ça vraiment merveilleux, qui réfléchissent, qui peuvent et apprendre à danser et aussi apprendre d'autres choses et avoir des savoirs. Nous, c'était vraiment presque mécanique, quoi. Il fallait je ne sais même pas s'il fallait comprendre une arabesque, il fallait la faire, c'est tout. Il fallait faire l'arabesque, juste. Voilà. Et toi, de toutes ces réflexions sur la danse, tu t'es rempli de quoi, là, sur toutes ces années que tu as traversées ? Je vois ses limites. Je vois dans plein de spectacles ce qui est caché. Je vois la manière de penser des chorégraphes, je vois leur manipulation sur le public, je vois beaucoup de choses très, très dangereuses qui font beaucoup de succès, des choses proches du fascisme, qui jouent avec le public sur des plaisirs dangereux. De hurler ensemble, des choses comme ça, de les assommer sur des idées très simples, de les manipuler avec l'émotion, par exemple. Donc ça, je trouve ça ultra grave. Je comprends pas que les directeurs et directrices de théâtre ne voient pas ça. Je suis vraiment choqué par ça, mais je pense que ça a toujours été comme ça. Je vois... Donc ça, c'est ma grande expérience. Je pense qu'il y a tu 10 ans... Tu dissèques. Dissèque comme un laboratoire. Ouais. Dans ton laboratoire. Je passe mon temps au spectacle. Hein. J'adore ça, j'y vais. Il faut quand même le dire. Non, je veux dire par là que j'ai beaucoup appris et j'aime beaucoup ça. Mais bon, je fais pas que la danse, sinon je me jetterai dans la scène, mais je vais voir beaucoup de musique, d'opéra, de théâtre, je vais voir beaucoup d'expositions. Mais dans la danse, quand même, comme c'est ma pratique, j'ai un certain... je sais pas, oui, j'arrive à disséquer, j'arrive à voir qui fait les poches de qui, sans le dire. Donc ça c'est effrayant, mais bon, ça c'est un peu normal, mais les gens qui piquent aux autres sans qu'on le voit ou sans qu'ils le disent, et des fois eux-mêmes sans qu'ils le sachent. Donc c'est encore plus grave à mon avis, personnellement. Et
c'est normal, c'est mon travail Et les belles d'avoir choses une éthique. Et les belles choses que tu vois dans la danse aujourd'hui? Ben, là, j'ai vu une chose admirable à Brest. J'ai vu un spectacle de Betty Chomanga qu'elle a fait pour les classes de 4e, 3e, seconde, je crois. Et elle avait un spectacle qui s'appelle Histoire décoloniale. Et ça se passe dans une classe, quoi. Et le spectacle se passe sur l'estrade de la prof ou du prof. Et j'étais absolument bouleversé. Et je comprenais pas que j'apprenais des choses alors que c'était adressé à des jeunes gens. Un élève de 4e, et que je savais pas des choses et que je voyais que l'éducation n'avait pas été si bien faite. Et que Betty, dans un geste incroyable, en utilisant l'école, l'éducation, arrivait à rendre sensible, enfin à dire d'autres récits sur l'histoire. Et aussi, surtout, grâce à sa connaissance de la danse, elle arrivait avec les corps à faire parler les corps. Hein. Donc, les corps rajoutaient une réalité que le discours ne peut pas faire. Et donc, j'étais extrêmement impressionné. Moi, j'aime beaucoup actuellement les travaux de Éric Minquon-Castin. Et je vais à Berlin voir les premières de... Je vais jusqu'à Berlin pour un spectacle maintenant, à voir Florentina Holzinger, que je trouvais en train d'arriver à dire des choses de manière très éloquente. Donc elle est venue juste une fois à Paris pour l'instant et c'était super. Oui, il y a ça, il y a cette idée d'être éloquent dans la danse. C'est ce que... Ben, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me dise quelque chose. Moi, je vais pas au théâtre pour... je vais pas voir de la danse, surtout la danse contemporaine, pour passer le temps. Passer le temps, il y a plein de choses à faire. Il y a Netflix, là, on passe le temps, c'est bien, quand on est fatigué, on regarde... Mais acheter un billet, se déplacer dans la ville, j'estime... non, mais j'ai juste une idée très haute de l'art. L'art n'est pas un divertissement. Le problème, c'est que la danse, historiquement, elle a ce côté de divertissement, de spectacle. Donc c'est pour ça qu'on est un peu dans la... Il y a des incompréhensions avec certains publics qui pensent que ça ne doit pas être complexe ou ennuyeux ou difficile. Et moi, évidemment, je campe sur... Je m'adosse à une idée très ambitieuse de la danse. Bon, alors... proche de l'apprentissage, de la culture, de la philosophie. On y revient. Voilà, elle peut dire ça, elle peut être profonde, elle peut être révélatrice de choses que aucune des autres pratiques humaines ne peut exprimer. Si je vois un spectacle et j'ai l'impression que ça ressemble à un documentaire, c'est pas plus qu'un documentaire d'Arte, bon bah ça va quoi, c'est pas... Et encore, déjà un documentaire ça apprend des choses, mais comment dire, quelque chose qui me fait... Oui, non, qui me fait passer le temps, qui me distrait du monde, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Je veux rentrer dans le monde. Je veux qu'il me pénètre. Je veux sentir que j'existe dans un moment spécial et que la danse m'aide à avancer dans mon expérience d'être humain.
Et elle le fait parfois. Elle le fait de manière... Elle l'a fait. Des fois dans la pensée, des fois dans le sentiment, dans l'émotion, de comprendre des choses que je ne pouvais pas, dans tous les livres que j'aurais pu lire, de Proust, je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, c'était une danse de Isadora Duncan ou qui allait révéler, qui allait clarifier des choses qui étaient dans le brouillard. Et tout d'un coup, je savais ce que c'était, je pouvais passer à autre chose. Voilà, d'avancer. Avancer. Je crois qu'on va s'approcher de la conclusion. Ça fait 1 heure qu'on parle. Oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous là. Ah, merci infiniment, Jérôme, pour ce moment. Avec plaisir. Merci pour ce moment avec toi. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.